Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des nouveautés du magasin. Bonsoir, bonsoir, aussi derrière la caméra. Oui, il y a Vanny derrière la caméra. D'ailleurs, Vanny m'a aidé pour ce tout premier jeu. C'est lui qui l'a découvert sur, c'était quoi, Facebook, Instagram? Oh, je me souviens plus, j'avais vu une photo, il me semble. Ouais, Instagram, je pense, vu que t'es pas sur Facebook en Ouais, fait. c'est vrai. Du coup, sur Instagram, c'est Passo Chaco. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est assez exclusif en Suisse. Je crois qu'il n'y a pas d'autres boutiques qui les ont. Puis même en France, on les retrouve pas énormément. Donc, c'est un auteur néerlandais qui a créé une alternative des échecs. Euh, et donc, Passo Chaco veut dire en espéranto les échecs de la paix. Puisque dans ces échecs-là, nous allons garder toutes les pièces sur le plateau. Même quand une pièce arrive sur une autre adverse, on ne va pas les éliminer. On va en fait plutôt faire des unions, comme on les appelle. On va les enlacer, puisqu'on voit que chaque pièce en fait correspond à une moitié de forme. Et quand on met deux pièces de couleurs opposées, ça forme un rond, un cercle complet. Ça fait un peu le yin et le yang. À notre tour de jeu, comme les échecs, on prend une pièce et on la déplace. Sauf que, comme je disais, on va pouvoir faire des unions. Ici, par exemple, je vais pouvoir déplacer ce pion. Normalement, un pion se déplace seulement en ligne droite, sauf que pour faire une union, il a le droit de se déplacer en diagonale, comme ceci. Et à présent, j'ai une union de deux pions. Ensuite, c'est mon adversaire. Mon adversaire, s'il le souhaite, pourrait tout à fait décider de prendre la reine et de briser cette union, comme ceci. En brisant l'union, ce pion va pouvoir se déplacer immédiatement en ligne droite. On va en fait, comme ceci, pouvoir faire des enchaînements assez magistraux de plein d'unions différentes. Imaginons, nous sommes dans cette situation-ci. Hop. C'est au tour de la personne qui joue les pions blancs. La reine décide de se déplacer ici. Ah non, elle n'a pas le droit de briser l'union, donc ce serait, pardon, je recommence. Il y a d'abord une étape précédente. Le pion décide de créer une union en brisant l'union avec la reine. La reine se déplace ici. Le pion va finalement se loger à cet endroit-là. Puisque, comme je le disais, les pions ont le droit de se déplacer en diagonale pour créer des unions ou briser des unions. Et là, j'ai fait une chaîne. Et comme ceci, on va pouvoir en fait jouer plusieurs coups en un seul tour afin d'aller enlacer le roi adverse. C'est dès qu'on enlace le roi adverse que l'on gagne la partie. Donc, on est en fait sur un jeu d'échecs vraiment classique au niveau des mouvements, mais justement ces petits twists supplémentaires qui est vraiment très sympa. Oui. J'ai juste encore une autre chose que je peux ajouter. Oui. C'est le fait que du moment qu'on se trouve dans cette situation, le blanc va continuer à utiliser ses mouvements comme la reine. Oui, exactement. Mais le noir, par contre, comme c'est un cheval, va y faire les mouvements Comme le cavalier. comme un cavalier. Exactement. Donc voilà, c'est ça aussi le grand intérêt de se combiner aux autres. Oui. On va pouvoir vraiment repousser parfois les unités adverses vers elles et du coup ça va créer des va-et-vient et puis pas mal de stratégies en termes de placement, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, vous pourrez retrouver donc Passo Chaco en grande boîte avec ce matériel-ci, un plateau de jeu. Ça pourrait tout à fait se jouer sur un plateau d'échecs, un échiquier standard, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi créé une plus petite boîte où il n'y a que les pièces. Il y a quand même un plateau de jeu en papier. Les règles sont en anglais et en néerlandais, mais il y aura des règles en français qui seront imprimées que vous pourrez demander tout à fait au magasin pour mieux comprendre si tout d'un coup vous avez du mal avec l'anglais ou le néerlandais. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui parlent le néerlandais par ici, mais je pense pas autant qu'anglais. Et puis, pour l'instant, j'ai pris qu'une seule couleur, mais il existe des sets comme ceci où on n'a qu'une couleur dedans. Donc j'ai pris la couleur rouge pour le moment. Rouge, ça fait drapeau suisse, drapeau bullois, voilà. Combiné avec du blanc, ça fait vraiment le drapeau suisse. Donc il existe aussi ceci. Il faudrait donc deux sets de deux couleurs différentes idéalement pour faire un jeu complet sur un plateau d'échiquier. Voilà, là c'est juste pour l'instant j'ai pris rouge parce que pour avoir une petite variabilité sur les couleurs pour la police qui passe, pour
pour rendre le jeu un peu plus funky, il existe d'autres couleurs qui arriveront peut-être en magasin un jour si je vois que les couleurs comme ceci fonctionnent. Donc voilà pour Passo Chaco, qui est vraiment une jolie originalité. Puis je trouve que les pièces, elles sont vraiment très sympas, elles ont vraiment un beau charme. Je confirme, je confirme. Ensuite, nous passons à Magic Market. Une nouveauté pour les enfants à partir de 6 ans. 6 ou 7 ans, je dirais 7 ans pour les enfants qui n'ont pas forcément l'habitude du jeu de société. On est sur un jeu de marchandage, voilà, capitalisme pur et dur. Hein. On a un stand, ici, et on va essayer de vendre nos articles. Les articles vont avoir différents symboles que l'on retrouve à ces endroits-là. Et la valeur de l'article à cet endroit-là. À notre tour de jeu, première chose que l'on fait, c'est qu'on tire un dé. Un dé à 6 faces, mais qui va de 1 à 3. Dès qu'on l'a lancé, on va déplacer la roue ici de 1, 2 et 3 cases. On va voir les crans que l'on va pouvoir avancer grâce à l'étoile que l'on forme à cet endroit-là. Et puis, on voit que donc on est le stand bleu, et ici on a le quart du stand bleu. On a donc 3 visiteurs pour notre stand. On va en prendre un au hasard, et on regarde le symbole. Si sur notre stand, nous avons le symbole correspondant, alors on peut vendre l'objet en question. Ah, t'as cassé le stand. J'ai cassé le stand. Sauf que, dans mon cas, j'ai pas de chance, mon stand ne propose absolument pas de ballon de football, donc je perds mon tour. Par contre, si j'avais pris ceci, je pense que j'en ai... oui, j'ai un livre ici. Du coup, je pourrais vendre ce livre. Si j'en avais un deuxième, j'aurais pu vendre l'autre si je le souhaitais. Dès que je souhaite vendre un article, je lance le dé de couleur. Et rouge, je vais vendre l'article pour 3. Si j'avais eu vert, j'aurais vendu pour 1. Il va y avoir également 2 autres symboles qui vont apparaître. Un symbole d'acheteur fou. Cet acheteur va acheter tout ce que vous souhaitez. Par contre, bien sûr, vous allez toujours lancer le dé pour savoir à quelle valeur vous allez le lui vendre. Et il va y avoir également un ami parfois qui va venir vous rendre visite et cet ami va vous remplacer au stand pour que vous puissiez aller acheter des objets chez les adversaires. En fin de partie, de toute façon, il faudra avoir acheté un certain nombre d'objets chez les adversaires, sinon les adversaires vont vous obliger à acheter certains objets et parfois à des valeurs bien supérieures que ce que vous auriez eu l'occasion d'acheter si vous y étiez allé de votre plein gré. Donc il va y avoir de l'échange d'argent, il va y avoir aussi du marchandage, puisque lorsqu'on vend à un adversaire, on va pouvoir lui dire, bon moi je te vends ça, mais je te le paye 2. Ouais, voilà, plutôt, ouais, quand on va acheter, on va dire, je t'achète ça et je veux te le payer 2. Et puis moi de mon côté, je vais dire, non, 2 ça fait peu, 4. Parce que quand même, hein, c'est rare. Ouais, mais non, 2, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Je suis d'accord de descendre à 3, mais vraiment pas moi. Non, toujours pas. Si on ne se met pas d'accord, alors on lance le dé. Et puis là, évidemment, ça va tomber sur rouge comme d'habitude. Et donc, on payera plein pot. Voilà. Ça, c'était Magic Market. C'est vraiment très très chouette pour apprendre à compter, pour apprendre à avoir de la gestion d'argent. Et puis... sans oublier le memory. Sans oublier le côté mémoire, effectivement, parce que ici, donc, une fois qu'on a révélé, on le montre à tout le monde et il retourne à sa place. Donc, petit à petit, on va savoir quels sont les symboles qui sont où. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser aussi nos ventes. Exactement. Et on va jouer un certain nombre de tours de manches. Et lorsqu'on arrive à 17h, c'est la fin de la partie. Voilà pour Magic Market, donc franchement très très sympa. Puis le matériel est vraiment super joli. Ensuite, Ringmaster. Là, on est sur un jeu pour 8 ans et plus, je crois, pour des parties d'environ 10-15 minutes. C'est vraiment un petit jeu de cartes dans lequel on va essayer de construire notre cirque selon certains objectifs. Il y a différents types de cartes. Il va y avoir des cartes attractions, des cartes événements, des cartes vedettes et ainsi de suite. Grâce à ces cartes, il y aura plein d'actions qui vont se faire, des choses qui vont nous avantager et des choses qui vont embêter les adversaires. Notre but va être donc de construire un certain nombre de cartes attractions selon les objectifs. Là, par exemple,
si je construis cette carte attraction, je vais gagner la partie. Si je construis 3 cirques, si vous avez 3 cirques à 3 pistes ou plus dans votre zone de jeu, vous gagnez la partie. Donc ça, on voit que c'est un cirque à 3 pistes. Du coup, si je pose ça, j'en ai déjà un. Il faudrait que j'en pose encore 2 pour gagner immédiatement la partie. On va pouvoir aussi détruire les cartes adverses et ainsi de suite pour retourner la situation du jeu. Il y a aussi des spectacles où là, c'est des interactions avec les adversaires si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Je le conseille à partir de 3 minimum parce qu'à 2, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, on l'a testé à 2, c'était... On a fait 3 tours de jeu, j'ai gagné. Voilà. C'était un peu ridicule. C'est un petit peu comme Love Letter. Love Letter, on peut jouer à 2, mais à 2, tu fais 3 tours. C'est ça, il va énormément manquer d'interaction en fait. Donc voilà. Donc à partir de 3, et je pense qu'à partir de 3, il y a vraiment un peu plus d'échanges, d'action. On va aller vraiment casser des cartes chez les adversaires qui sont vraiment en avance. On va pouvoir se liguer un peu contre les autres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de chances de retourner un peu la situation de jeu qu'à 2. Dès que quelqu'un prend le lead, c'est foutu quoi. Donc vraiment à partir de 3, et je pense qu'à 4, c'est là où il prend vraiment tout son sens. Si on aime ce genre de petit jeu où on va poser des cartes pour aller embêter les adversaires, pour essayer d'optimiser aussi notre jeu, pour aussi avoir un petit côté bluff, parce qu'on va essayer de jouer des cartes pour pas trop montrer la stratégie que l'on a en ce moment. Donc on va peut-être préparer un petit peu en posant des cartes à gauche, à droite, puis après poser éventuellement la carte attraction qui va nous faire gagner la partie. Donc voilà. Je pense qu'à plus, c'est très sympa, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Et après, grand côté positif, c'est ça que j'adore, c'est le petit sachet que tu mets partout, tu le sors à l'apéro, Ouais. au restaurant. À la Love Letter, quoi. Voilà, exactement. Là, on peut dire qu'ils sont clairement inspirés de Love Letter, sauf sur le format des cartes que je trouve un tout petit peu grand, même si c'est très joli. Le format des cartes est légèrement grand, et ce qui fait que quand on ferme complètement le petit sachet, ça appuie un peu sur les cartes. En fait, on arrive à le fermer. On arrive à le fermer, ouais. C'est clairement des cartes qu'il faudrait sleever. Et du coup, des cartes slivées là-dedans, ça risque de ne pas fermer le sachet. Ouais, exactement. Voilà, donc pas très bien optimisé à ce niveau-là, mais par contre, ça a l'air vraiment chouette à plusieurs que 2. On part en vacances? Voilà, en Polynésie. Dans Polynésia, il y a un volcan qui est en train d'entrer en éruption et nous avons notre peuple qui prend peur. Il va falloir donc construire des routes maritimes afin de déplacer nos petits bonhommes, notre peuple, sur des îles pour les mettre en sécurité, puisqu'en fin de partie, l'île principale ainsi que les 3 îles adjacentes à l'île principale seront submergées par la lave. Ok, du coup, peut-être pas en vacances. Si on va par là-bas, c'est pas mal. Ok, ouais, effectivement. Polynésia est vraiment un jeu très très simple. On va le jouer en un certain nombre de manches, de tours, mais on ne sait pas exactement quand, puisque l'éruption peut survenir un peu à n'importe quel instant. On va effectuer à chaque manche 3 actions. À chaque fois qu'on fait une action, on avance le jeton ici. Enfin, à chaque fois que chaque personne autour de la table a fait une action, on avance le jeton. Et dès qu'on a fait chacun 3 actions, on passe à la phase où on va tirer justement des petits cubes pour savoir s'il y a une éruption. On tire toujours un cube. Gris, il ne se passe rien. Si je tire, je vais essayer de le choper, où qu'il est. Si je tire le cube noir, je tire immédiatement 2 cubes supplémentaires. En bas. Voilà. Et tout d'un coup, si on a 6 cubes rouges, alors la fin de partie se déclenche immédiatement. Si la fin de partie ne se déclenche pas, alors on va passer par une phase de décroissance. On va perdre soit tout notre poisson, soit tout notre coquillage, qui sont les 2 ressources du jeu. Ensuite, on va gagner des ressources par rapport aux endroits où on s'est placé. Par exemple, si je suis joueur bleu, à ce moment-là, et que je suis à ces endroits-là, je vais gagner 2 poissons. Et finalement, on passe le jeton premier joueur à la personne de gauche. Et on recommence une manche. Les différentes actions vont nous permettre d'explorer. L'exploration, on va donc payer un certain nombre de ressources, soit poisson, soit coquillage, par rapport à la valeur qui est mentionnée sur le plateau de jeu. Donc si on est premier tour de jeu d'une manche, alors on payera 3 ressources, sinon 2 ressources, sinon 1. On paye ces ressources et on va pouvoir placer un bateau sur un chemin adjacent à une île qui est connectée à notre réseau. Ils sont tout mignons ces boutons. Oui,
Oui, il y a tout qui est très mignon. Et même les petits poissons, ils sont tout petits, tout jolis. Puis même les petits coquillages. Donc, imaginons ici, je décide de payer. Nous sommes donc premier tour de jeu. Je décide de payer 3 poissons. Je défausse 2 poissons. Et le dernier, je le place sur le chemin. Puisqu'à partir de maintenant, les autres personnes vont devoir payer ce tribut si elles souhaitent passer par là. Donc s'il y a déjà une route existante, on va payer justement 2 poissons par bateau qu'il y a déjà ici. À 2 personnes qui jouent, on ne pourra pas prendre une route qui est déjà prise. Par contre, à 3 et 4, à ce moment-là, on devra payer ceci. On pourra également voyager. On va déplacer donc nos petits bonhommes pour les mettre en sécurité sur d'autres îles, pour les mettre de plus en plus loin. On va avoir un certain nombre de points de mouvement par rapport à la valeur mentionnée en dessous du tour en cours. Donc, premier tour, on a 3 de mouvement. Deuxième tour, 2 de mouvement et puis 1 de mouvement. Après, on peut peupler. À ce moment-là, on va prendre des personnages qui sont sur notre plateau personnel. On prend toujours de gauche à droite. Donc, je pourrais prendre un que je mets sur une île qui est déjà colonisée. Ou alors, j'en prends 3 que je mets sur l'île principale. Mais du coup, ils sont plus en danger. Finalement, on peut aller pêcher. On va simplement récolter des ressources par rapport à la valeur en dessous du tour actuel. Donc voilà, c'est les 4 actions qui sont vraiment très très simples et j'ai l'impression, j'ai lu les règles vraiment tout à l'heure, donc on n'a pas encore eu l'occasion de tester, mais ça m'a vraiment plu, puis je trouve que visuellement c'est assez reposant, j'ai l'impression que la mécanique de jeu aussi est très reposante et il y a quand même pas mal de stratégies avec quelques petites interactions, on va pouvoir aller s'embêter en prenant des chemins que les adversaires convoitaient afin de les faire payer un peu plus cher. Donc voilà, ça a l'air vraiment très sympa, on vous en dira peut-être un peu plus dès qu'on l'aura testé. Mais voilà. Et sinon, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Ah ouais, c'était les 3 semaines, hein. Ça fait depuis 3 semaines Ouais, qu'on ça n'a fait pas fait 3 semaines qu'on n'a pas fait, donc il y a eu des trucs. Alors, pas que des nouveautés, notamment avec le retour de Mage Knight, la version Ultimate, qu'on n'a jamais eu en magasin, puisque la dernière fois qu'il est arrivé en magasin, c'était, je crois, il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on l'attend en retour et il y a 2 ans le magasin n'existait pas encore. Donc Mage Knight Ultimate, c'est un grand classique du jeu expert, costaud comme pas possible, c'est monstrueux, surtout en solo et à 2. À 3, 4, ça commence à traîner un peu en longueur. Donc je vous conseille très fortement d'y jouer en solo et à 2, mais c'est juste monstrueux. Il faut juste accrocher sur les règles parce que c'est costaud. Donc Mage Knight qui va mélanger ce côté un peu exploration, deck building aussi avec de l'évolution de personnages, c'est très fourni, on est sur des parties d'environ 3-4 heures, voire un peu plus, si c'est les premières parties, parce qu'on retournera très souvent dans le livret de règles, mais c'est un vrai plaisir. Ensuite, Gloomhaven, qui est en rupture depuis fin d'année passée. Gloomhaven, ça aussi c'est du costaud, c'est une boîte de plus de 10 kilos. Il y a 95 scénarios si je ne me trompe pas. Les scénarios, on va les faire à peu près en 3 heures chacun. Donc il y a de quoi faire. Grande campagne, on va avoir 6 personnages disponibles en début de partie. On va les faire évoluer petit à petit. Au bout d'un moment, ils vont partir à la retraite. Dès qu'ils partent à la retraite, on va recréer des nouveaux personnages qui vont être débloqués petit à petit. Donc on va devoir s'adapter à des nouvelles mécaniques de jeu puisque chaque peuple dans le jeu va avoir ses propres cartes qui vont donner des stratégies complètement différentes. C'est incroyable. Faut pas s'attendre par contre à un dungeon crawler classique, on n'est pas sur un Descent ou un Zombicide ou quelque chose comme ça où on va s'équiper d'armes et autres et puis on va lancer des dés pour faire un maximum de dégâts. Non, ici on est plus presque sur un jeu de gestion de main et puzzle game puisque chaque donjon va avoir une façon optimale d'être résolu. Il est vraiment génial. Ouais. Donc on vous le recommande fortement si vous avez le budget parce qu'il est quand même à 200 balles, 198. Donc voilà. Mais vous en avez pour votre argent parce que... En fait, c'est le seul jeu qu'on achète pour l'année. Ouais, c'est ça. il y a de quoi jouer, comme je disais. Et puis le retour également du Dilemme du Roi. Aussi un bon gros jeu narratif, complètement narratif, où on va voter des lois, les unes après les autres, afin de favoriser notre maison, un peu comme dans Game of Thrones au final. Et
Voilà, ça va se chamailler, ça va discuter afin de gagner un maximum de faveur. On n'y a pas joué encore, ça joue de 3 à 5 pour des parties d'environ 60 minutes. Je crois qu'il y a une dizaine de parties ou 9, je ne sais plus. Et à la fin, on a vraiment accompli quelque chose pour notre population, enfin on espère, ou alors on a pris complètement le pouvoir dans le jeu. Et les autres nous détestent. Voilà. Donc si vous aimez le narratif, Dilemme du Roi, c'est très cool. Un petit coup de cœur coopératif, Star Clicker. C'est génial. Ouais, on a fait D'ailleurs, un... Ouais, on l'a joué en live. Donc si vous allez sur YouTube, vous pouvez retrouver le live. exactement. Dans Star Clicker, nous incarnons des enfants qui devront protéger notre planète. Nos parents sont partis en vacances, ou je ne sais plus, en mission, et ils nous ont laissé la planète. Sauf que les Creepers se sont dit, bon, des enfants, ça peut pas être bien méchant, on va aller coloniser cette planète. Eh bien, ils avaient tort. Nous prenons nos vaisseaux et nous appuyons sur des boutons. Tout plein de boutons. Un peu aléatoirement comme ça, tac, 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 pour savoir ce qu'ils font. Et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que, en début de partie, on va avoir des boutons qui sont face cachée. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, on va les retourner une fois. Ça, c'est la planche avec les petits boutons. Oui, exactement. Et à notre tour, en fait, il n'y a pas vraiment de tour de jeu. Dans une manche, chaque personne va appuyer sur 2 boutons. Mais on peut faire appuyer sur ces boutons dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que je pourrais appuyer sur 2 boutons, Vanille va appuyer sur 2 boutons, ou alors je ferai un bouton, Vanille 2, moi 1, et ainsi de suite. Et tout au début, comme on disait, on ne connaît pas du tout quel bouton fait quoi. On a juste une vague idée. Donc on appuie, puis on découvre un peu ce qui se passe. Et après, il faudra mémoriser. Sauf que les creepers, parfois, ils vont mélanger tout ça. Ce qui fait que on a des bonnes surprises, des bons fous rires, parce que on se plante souvent complètement, puis on remarque qu'on n'a pas tant de mémoire que ça. C'est triste. Ouais. Mais c'est très cool. C'est vraiment très très cool avec 4 niveaux de difficulté. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est un jeu à partir de 8 ans. Mais entre adultes aussi, on s'amuse. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est hyper fun. C'est vraiment hyper fun, familial au possible. Des règles pas si complexes que ça. Le livret est quand même assez épais, mais c'est parce que on va avoir déjà une légère petite bande dessinée de, je crois, 4 pages, quelque chose comme ça au début. Après, on a la mise en place, le matériel, les règles pour le premier scénario. Puis après, les scénarios suivants, enfin les niveaux de difficulté suivants, on va avoir les règles supplémentaires. Ce qui fait que le livret est épais, mais on ne va pas tout lire la première fois. Il n'y a aucun problème. Mais donc, ouais, bon coup de cœur, c'est vraiment sympa. Et puis, visuellement, c'est très joli aussi, je trouve. Donc voilà. Autre coup de cœur, les hauts fourneaux. Alors là, c'est une autre catégorie. Même durée de partie, à peu près 40-45 minutes. Sauf que là, ça va vous creuser les méninges. Les règles sont hyper simples. 4 pages, je crois, il me semble. Et le but est d'être le plus riche possible. Une manche va se dérouler en 2 phases. Première phase, on va faire des enchères. Chaque personne va avoir 4 jetons, valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4. Et à notre tour, on va simplement poser un jeton sur une carte face visible. Quand on pose ce jeton, parfois on va espérer récupérer la carte, et puis parfois on va en fait espérer ne pas récupérer la carte pour justement avoir des contreparties, qui souvent sont quand même plus intéressantes que la carte en elle-même. Et c'est là où ça va se batailler. On va se dire, je pose un 3 ici, parce que je suis sûr que quelqu'un sera intéressé à prendre cette carte, et du coup, si je pose 3, je vais gagner 3 fois ce qui est mentionné là. Si je posais un 2, je gagnerais que 2. Et donc, j'aurai moins de ressources, j'aurai moins de possibilités par la suite. J'essaye 3. Puis finalement, en fait, personne ne met un 4, donc c'est nous qui récupérons la carte, et on ne récupérera pas du tout la contrepartie. Une fois qu'on a fini la phase d'enchère, on passe à la phase où on va activer toutes nos cartes. L'activation des cartes se passe dans la partie inférieure et on va pouvoir récolter des ressources, faire des échanges de ressources pour gagner de l'argent. On va également gagner des engrenages. Ces engrenages nous permettront d'améliorer nos cartes pour les retourner, pour avoir encore plus de choses à faire. Et c'est là où vraiment on va se creuser les méninges, puisqu'il faudra absolument optimiser les gains de nos ressources et les dépenses de celles-ci pour avoir un maximum d'argent, puisqu'en fin de partie, la personne avec le plus d'argent gagne la partie. Donc en soi, c'est vraiment tout simple, mais c'est hyper plaisant, c'est hyper satisfaisant. Il y avait un peu cette sensation, je ne sais pas si toi tu as eu la même chose, de It's a Wonderful World, en plus costaud au niveau cérébral. Oui, plus court au niveau du jeu, mais C'est plus... similaire, non? la phase de jeu, elle est plus courte. Par contre, il faut tellement réfléchir, essayer de tout anticiper, et aussi par rapport aux autres.
Parce qu'on peut être vite bloqué par les enchères des autres. Ouais. Donc, ouais. Mais ouais, vraiment très très chouette quoi. Ensuite, on n'a pas fini. Oh, t'as le choix là. Ouais. Carta Ventura. Si vous aimez la narration mais que vous n'aimez pas les gros jeux narratifs, alors Carta Ventura c'est pour vous. Pour l'instant, il y a 2 boîtes, il y a Vinland et Lhasa, donc on est chez les Vikings, on est au Tibet. Et on va avoir 5 fins différentes. Au début, on pioche la première carte, on nous dit de piocher la carte suivante et on nous donne quelques points de règle. La carte suivante nous dit de piocher la carte d'après en nous donnant encore quelques autres points de règle. Et la carte d'après, c'est le personnage que l'on incarne. Pour l'instant, j'ai fait que Vinland. Là, ça, je me réjouis de le faire aussi, de le tester. Dans Vinland, par exemple, on aura 3 dieux qui vont nous donner des faveurs. Ces faveurs, elles vont nous permettre d'activer certains pouvoirs spécifiques à des moments opportuns pour gagner des alliés, gagner des objets, réussir à découvrir des choses un peu secrètes. Et ces dieux, c'est aussi un peu nos points de vie. C'est-à-dire que si on se retrouve à un moment où on meurt, on va perdre les faveurs de nos dieux. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant, c'est que selon les choix que l'on entreprend, on peut très très vite perdre. Et on va apprendre comme ceci en fait, quels sont les chemins les plus optimisés. Et selon les chemins, on va avoir des fins différentes. En plus de ça, une fois qu'on a fini la partie, possiblement, on aura des cartes avec une petite clé. Si on a une carte avec une petite clé, alors on va la retourner. Et à partir de maintenant, on jouera avec la nouvelle phase de cette carte qui nous donnera des nouvelles possibilités de jeu, des nouveaux embranchements scénaristiques. Donc on va refaire plusieurs fois les parties. La première partie, on est autour des 1 heure. Si on arrive jusqu'au bout, ça peut se finir autrement en 10 minutes, si on prend les mauvais choix dès le début. Mais je trouve que c'est immersif. Le texte, la narration, c'est vraiment bien écrit. On n'est pas sur non plus du texte à rallonge. Donc je vous conseille très fortement. Il n'y en a déjà presque plus en stock. Donc ça cartonne. Puis en plus, le format est hyper cool. Puis pour 14 francs, franchement, ça vaut la peine. Pour autant qu'on aime le narratif. Donc voilà, ça c'était Carta Ventura. Il y en a d'autres qui vont sortir d'ici la fin de l'année, je crois. Et on se réjouit parce que c'est bien chouette. Trésor légendaire, c'est de Annick Lebet. Annick Lebet, donc c'est celle qui a fait Zombie Kids Evolution. Zombie Teens Evolution. On est aussi sur un jeu compétitif où on va récolter des trésors pour mettre dans notre bateau et on est aussi sur du legacy. À la fin de certaines parties, on va gratter des petites cases afin d'avoir des nouveaux éléments de jeu. Pas encore testé, juste lu les règles, mais ça a l'air vraiment très sympa. À partir de 8 ans, peut-être 7 ans, ça peut être accessible pour des enfants vraiment joueurs. 2 à 4 pour environ 30 minutes de partie. Le matériel est aussi assez joli, donc voilà, on vous le conseille. Même si on n'a pas encore testé, les retours aussi sont plutôt bons sur internet, donc ça a l'air vraiment sympa. Ce bec de joueurs, Bruno Catala, Sébastien Pochon qui vient de la Tour de Paix ou de Vevey, je ne sais plus, enfin pas loin quoi, du Léman, donc juste à côté de chez nous, qui s'est allié à Bruno Catala qui a fait donc King Domino notamment, pour faire ce bec version 2 joueurs. Ce bec est un vieux jeu de Bruno Catala et là on le retrouve en version 2 joueurs. On a un grand plateau comme ceci et on va déplacer l'encre de telle sorte à récolter la tuile qui se trouve en dessous. On réoriente l'encre par rapport au petit trait noir, ce qui va donner l'orientation pour prendre les cartes suivantes à notre adversaire. On récolte ces tuiles et dès qu'on a une bonne collection de ces tuiles, on va les mettre de côté pour gagner des points de victoire. Pas encore testé non plus, juste lu les règles, mais il y a eu beaucoup de choses à tester. Du coup, j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais voilà. Ça peut être sympa si on aime le côté un peu stratégique assez posé. Et pour des parties de 20 minutes, donc ce bec de joueurs, évidemment, c'est pour 2 personnes. Ça, on a testé. Ça, on a testé. Non. Gacha, c'est très très chouette. Hyper simple. Ça joue de 2 à 6. Je pense que toutes les configurations sont assez cool. Même à 2, on s'est bien amusé. Hein. Oui, je confirme. 7 ans et plus, je pense que c'est aussi une bonne estimation. Alors 7 ans pour les enfants qui n'ont jamais joué, non, mais si les enfants ont déjà joué, je pense que c'est bien. 20 minutes, oui, ouais, on est vraiment sur quelque chose de très rapide. Dans Gacha, on va utiliser les petites machines, les gachapon comme on les appelle. Ces petites machines, on va mettre des pièces, puis tourner, et on aura une boule qui va tomber. Et dedans, on aura des petits objets. On va piocher des cartes qui représentent donc le gachapon. Et sur ces cartes, on va avoir 2 ou 3 symboles. Ce sont les symboles que l'on pourra retrouver sur l'autre face. On va collectionner ces gachas
pour remplir des objectifs. Ces objectifs vont nous rapporter des points de victoire si on réussit à réunir dans notre main et défausser de notre main les symboles ici. En plus de ça, on aura parfois des tickets. Quand on a 2 moitiés de tickets, on va pouvoir récolter un jeton qui nous donnera des bonus. Là, par exemple, je jouerai un tour immédiatement. La fin de partie se déclenche dès qu'il n'y a plus de jetons ou qu'il n'y a plus de carte objectif, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, donc hyper sympa, hyper rapide, Très à simple. faire, à faire en famille sans problème, et même avec des gens qui n'ont absolument pas l'habitude des jeux de société, juste un petit jeu de cartes comme ça, ça passe crème, quoi. C'est hyper cool. Top 10 18+, si vous avez aimé Top 10, que vous êtes adulte, eh ben, Top 10 18+. Ça part dans des thématiques un peu scabreuses. Top 10, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir mimer ou énoncer quelque chose par rapport à une intensité que l'on a. Si je reçois une intensité de 2 par rapport à une thématique ici, donc vous êtes réincarné en vibro. Mimer et bruiter votre puissance vibratoire du petit bzz au gros bzz. Donc petit bzz, si je reçois un 2, je vais mimer bzz de façon petite. Enfin la vibration de façon petite. Et ensuite, un capitaine va devoir classer tous les mimes de l'intensité la plus faible à la plus élevée. Si on réussit, on gagne une petite licorne censurée. Si on échoue, on gagne un petit caca. Et le but, c'est pas de gagner trop de caca, justement. La suite, c'est Pigeon Pigeon 2. Pigeon Pigeon, donc c'est un jeu qui existait déjà. Là, c'est vraiment une autre boîte de base avec des nouvelles questions. Dans Pigeon Pigeon, c'est un peu comme dans Money Drop. On va avoir une question et plusieurs réponses de possibles. On va poser des jetons sur les différentes réponses et seule la réponse valide va nous permettre de garder nos jetons. Il y a juste le côté très positif que j'adore de ce jeu, c'est que les 2 autres réponses, c'est le groupe ou l'équipe qui doit les créer. Oui, exactement. C'est pas proposé par le jeu. Exactement. Donc il va falloir. Alors souvent les questions sont absurdes et les réponses le sont tout autant. Donc il faut trouver des autres réponses plausibles, tout aussi absurdes, mais quand même pas trop pour. Il faut vraiment déstabiliser les adversaires. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Si on aime les jeux un peu de quiz, de questions-réponses, et puis utiliser un peu notre créativité. Donc Pigeon Pigeon 2, c'est disponible. Team Story. Alors, 5 ans et plus, je trouve assez optimiste. Je dirais 6 ans peut-être. Dans Team Story, on est sur un jeu compétitif dans lequel on va raconter des histoires. On va raconter une histoire et puis on va poser des cartes qui correspondent à ces histoires. Ces cartes, on va les poser dans l'ordre dans lequel on a entendu l'histoire. Sauf que ces cartes, on n'aura pas que celles qui ont été utilisées pour créer l'histoire, on aura également plein d'autres cartes qui n'ont pas été utilisées pour créer celle-ci. Quand on a fini d'entendre l'histoire, on va tenter en tout cas de poser les cartes dans un certain ordre. Si on a réussi, on va gagner 2 points. Si on a trouvé une bonne carte mais qu'elle n'a pas bien positionné, on gagne 1 point. Donc voilà, petit jeu d'association d'idées très sympa et puis qui développe l'imagination pour raconter des histoires. Je pense que les enfants, ils vont vraiment adorer ça. Mais comme je disais, il y a certains points de règle qui sont un petit peu complexes, donc peut-être à partir de 6 ans ou alors 5 ans, très encadrés. Mais voilà, pour les enfants qui adorent raconter des histoires et puis les développer un peu leur côté association d'idées, ça peut être très très chouette. On continue sur l'association d'idées complètement coopératif, So Clover, qu'on a déjà entendu parler pas mal en France, ça a fait un petit buzz en France. Dans So Clover, on aura des cartes comme ceci, que l'on placera dans un trèfle. Bien sûr, on ne montre pas à nos alliés. Et puis, on va avoir pour chaque espace ici 2 mots qui sont associés. Donc ici on a pêche, luxe, grain, fleur, statue, huile, pile, collier. On prend notre petit marqueur et on note un mot qui selon nous correspond aux 2 mots qui sont notés là. Ensuite, une fois que c'est fait, on prend nos petites cartes, on rajoute une carte, on mélange et on révèle ceci à nos alliés, ainsi que notre trèfle avec les 4 mots écrits. Ils vont ensuite devoir reprendre les différentes cartes et essayer de les repositionner correctement par rapport aux mots qui sont là. Et on va essayer de gagner un maximum de points d'ici la fin de la partie. Vraiment petit jeu, pas du tout prise de tête, enfin prise de tête dans le sens où il faut quand même réfléchir un peu, mais les règles sont très très simples.
Donc si vous avez envie de passer un bon moment en famille, à vous marrer un bon coup et puis à avoir des moments de réflexion, c'est très très chouette. Nouveau petit jeu d'ambiance et d'association d'idées. Et maintenant, le tout dernier, l'apéro, L'apéro. la fin de la journée. D'ailleurs, on mériterait nous bien une bonne bière. Ouais. Ici, bah, on va aller en déguster de la bière. Dans The Belgian Beers Race, nous allons en Belgique. On atterrit à Bruxelles, sur la grande place, et on va se balader en Belgique pour aller visiter différentes brasseries. Alors en brasserie, on va pouvoir acheter de la bière, déguster de la bière, sauf que quand on déguste de la bière, eh ben, notre taux d'alcoolémie va augmenter. Et du coup, au bout d'un moment, on ne pourra plus prendre le vélo pour se déplacer, donc on devra prendre les transports en commun et puis faire du stop. Et au bout d'un moment, on est tellement bourré que prendre les transports en commun, ça nous prend plus de temps parce qu'on se plante complètement de ligne, on va à gauche, à droite, et puis voilà. Et puis le stop, quand on est bourré, les gens n'ont pas très envie de nous prendre, donc c'est d'autant plus difficile de convaincre les gens de nous déplacer à gauche et à droite. Donc on est sur un jeu de course où il faudra aller dans différentes brasseries les unes après les autres pour accumuler un maximum de bière, et ceci avant de tomber en coma éthylique, puisque si on boit trop de bière, notre journée est complètement finie et on dort jusqu'au lendemain. Et en plus, le lendemain, on se réveille plus tard, donc on a moins d'action. Donc voilà. Et en plus de ça, petit bonus, chaque brasserie que l'on peut visiter dans le jeu a un petit descriptif dans ce livret. Donc, Avec la possibilité d'aller les visiter pour Oui. de vrai, marquer les bières qu'on a goûtées. et puis une petite note sur 20. Voilà. Ça, c'est le Voilà. petit bonus très sympa. Ouais. Donc si vous aimez la bière, si vous aimez les jeux de course, c'est pour vous. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fini les jeux pour cette fois. Ouais, ça fait beaucoup de jeux là. Ouais, aujourd'hui, c'est On bon. essaiera de faire un peu plus fréquemment, mais c'est vrai que là, les dernières semaines étaient assez chargées. Donc n'hésitez pas à nous retrouver en boutique, on se fera un plaisir de vous conseiller sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook. Et puis n'oubliez pas qu'on a une chaîne YouTube et Twitch. YouTube, donc on a quelques vidéos déjà, puis Twitch, on essaie de faire des lives assez régulièrement, même si on se tâtonne encore un peu, on évolue le matériel et autres. Donc si c'est pas en boutique à Bulle, ce sera au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube et Twitch. Du coup, je vous dis à tout bientôt. À bientôt, bonne soirée. À plus. Bye.